1, 2, 3, 4. Bonjour à tous. Donc c'est plein, je suis ravi. On a une demi-heure pour partager un moment sur l'international. Donc je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Jean-Marc Barky. Donc vous ne m'avez pas sur le programme parce qu'il y a eu un coquille dans la maison, mais c'est pas très grave. Je suis industriel. On fabrique de la colle dans les Hauts-de-France. La société s'appelle Sticoya, comme c'est écrit sur mon polo. On est en gros une PME de 25 salariés. On exporte depuis le premier jour de notre existence. Et l'objectif de notre journée d'aujourd'hui, de notre matinée, c'est justement de partager avec Christelle et avec Chèque comment on s'oriente, pourquoi on s'oriente à l'international, c'est quoi l'intérêt, est-ce que finalement exporter, c'est pas tout simplement réfléchir international. C'est un peu les questions qu'on va poser. Voilà, donc je passe la parole à Christelle pour qu'elle se présente, et après à Chèque, et après on lancera le débat. Merci Jean-Marc. Alors bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Christelle Garrier-Reboul. Je suis présidente de Bebraun Medical, qui est une filiale française d'un groupe allemand, d'origine allemande, spécialisé dans le médical. En France, nous sommes fabricants, puisque nous avons 5 sites de production sur les 32 que le groupe compte en Europe. Et nous avons 2000 collaborateurs en France, ce qui fait de nous le 3e employeur des technologies médicales sur le territoire. Et nous exportons de 80 à 95% dans le monde entier des produits que nous fabriquons en France. Merci Christelle. Chèque. Merci Jean-Marc. Alors moi c'est Cherceau, donc je suis directeur général d'un groupe industriel français qui s'appelle Syntex. C'est un groupe qui est spécialisé dans la métallurgie, notamment dans la fabrication et la conception des armatures pour les bétons armés et l'outillage AMA, tout ce qui est la marque Revex. Donc nous, on est un groupe industriel qui date depuis 1810. J'ai monté une LMBO qui a racheté la totalité des parts du groupe en 2021. Et depuis, écoutez, on a commencé un peu l'expérience de l'export. Alors la première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, c'est finalement exporter, c'est quoi? Pourquoi on exporte? Qu'est-ce qui motive pour aller à l'export? Et c'est quoi finalement la clé pour réussir? Je me lance? Christelle. Vaste question. Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à tout. Je peux juste partager l'expérience du groupe Bebraun. Alors le groupe Bebraun, c'est un groupe aussi très vieux, puisque créé en 1839 en Allemagne, dans une petite pharmacie. Donc à l'origine, ce n'était pas une société destinée à exporter, c'était simplement un pharmacien qui travaillait sur des systèmes de perfusion. Donc à l'époque, je ne sais pas si vous avez vu le film Dracula, Bram Stoker, mais voilà, c'était les outils utilisés pour faire des perfusions de sang, c'était exactement ce sur quoi il travaillait. Par contre, le groupe, donc au XXe siècle, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, a décidé d'aller voir un petit peu ailleurs et en Europe. Et pourquoi? Pour aller chercher tout simplement déjà le savoir-faire qui existait dans des pays comme l'Italie. Ils ont commencé par l'Italie. La France est venue un petit peu plus tard. Mais c'était vraiment d'aller chercher le meilleur savoir-faire en Europe. Et pourquoi c'était important pour le groupe d'aller chercher ce savoir-faire? Tout simplement pour répondre aux besoins des patients européens, des patients dans le monde, et d'offrir la meilleure qualité de produits possible. Et en fait, l'export, c'est quoi? L'export, c'est d'offrir le meilleur à un marché, à des besoins, d'aller offrir le meilleur possible, la meilleure qualité possible, en termes de produits, en termes de qualité, en termes de services. Et c'est tout simplement ouvrir les chakras, on va dire, et ne pas se contenter simplement de ce qui existe à côté de chez soi. En clair, c'est s'ouvrir aux autres, c'est aller au-delà des frontières finalement, accepter de sortir de chez soi et de sa zone de confort. De toute façon, quand on regarde la configuration, on va dire, de l'économie mondiale, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, soit on gère la croissance en interne, soit à un moment, si on veut continuer le développement de la société et de l'entreprise, c'est d'aller aussi voir ce qui se passe ailleurs. Et ce qui se passe ailleurs, c'est quoi? C'est d'aller s'adapter aux besoins internationaux, aux situations réelles. Et à un moment aussi, quand on est chef d'entreprise, il faut se projeter dans le futur. Et dans le futur, ce n'est pas qu'à la maison, c'est à la maison plus tout ce qui nous entoure.
Est-ce que vous ne pensez pas tous les deux que finalement, c'est s'intéresser à la culture des pays? Parce que aller au-delà des frontières, on peut le faire en voyageant, on peut aller au bord de la mer, on peut aller bronzer, on peut aller aussi escalader des montagnes, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure. Mais est-ce que c'est pas finalement essayer de comprendre la culture? Est-ce que c'est pas un côté artistique finalement d'exporter? Oui, c'est clé. C'est clé de s'intéresser à la façon dont les marchés fonctionnent, et les marchés fonctionnent en fonction de leur culture. L'économie mondialisée qui serait aseptique et le même partout dans chaque pays, ce n'est pas vrai. On intervient, l'économie est différente d'un pays à l'autre en fonction des cultures. On n'a pas les mêmes besoins, on ne fait pas le business de la même façon, et c'est important d'avoir cette vision, d'avoir cette ouverture au monde quand on veut exporter, quand on veut aller à l'international. Je veux juste compléter sur l'export, peut-être un petit mot sur le secteur du DM, du dispositif médical, parce que je pense qu'il n'est mal connu, malgré le fait qu'on ait utilisé pendant plusieurs années maintenant, depuis plusieurs années maintenant, les masques qui sont des dispositifs médicaux. Le DM en France, c'est 93% de TPE et de PME. Oui, c'est un marché de 30 milliards d'euros, dont 10 milliards à l'export. C'est-à-dire que sans l'export, les TPE et les PME françaises des dispositifs médicaux ne peuvent pas vivre. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. Alors, c'est une excellente transition, mais Cheikh, si tu veux rajouter quelque chose. Mais juste sur, on va dire, l'adaptation par rapport à la culture, aller découvrir la culture. Moi, je raconte mon histoire. Je viens du Sénégal. Je suis arrivé en France en 2007. Et donc, je me suis retrouvé, on va dire, à la tête d'un groupe industriel à peu près de 1600 personnes. En 2024, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut de toute façon qu'on apprenne la culture des autres. Donc, l'export, pour confirmer ce que tu dis, Jean-Marc, c'est vraiment, on va dire, aussi d'aller s'adapter aux cultures. On ne peut pas exporter pour faire juste du one-shot, et pour être mais vraiment dans la durée, il faut aller apprendre la culture des autres, regarder leurs besoins et s'adapter. Alors finalement, on est trois entrepreneurs très différents, trois chefs d'entreprise différents, des tailles d'entreprise différentes et en même temps des origines différentes. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que on peut dire que l'export, c'est pas une question de taille? Tu disais, Christelle, que le tissu dans ton métier, c'est des TPE et des PME. Je rappelle à ceux qui ne savent pas, c'est qu'en France, il y a 200 000 PME, c'est-à-dire entre 11 et 250 salariés. En dessous, vous en avez 3 millions. Mais au-dessus, les sociétés au-dessus de 250 salariés, c'est même pas 5 000 entreprises. À peine 5 000 entreprises entre les grands groupes et les ETI. Donc, est-ce que ce n'est pas finalement une question d'envie d'aller à l'export et pas une question de taille? J'ai souvent entendu que c'était la taille, mais nous, on a exporté. La première commande était en Belgique, la deuxième était en Espagne et la troisième était en France. Quand on a créé l'entreprise. Donc ça peut donner une petite idée. On faisait zéro chiffre d'affaires. On a créé ex nihilo. Donc c'est ça qui, pour moi, m'interpelle et je voudrais avoir votre avis sur ce sujet. Je dirais que c'est une question de nécessité, en fait. C'est même pas une question de taille, une question d'envie, oui, mais c'est une question de nécessité pour adresser une taille de marché qui est suffisante pour grandir. Moi, je dis toujours, il ne faut pas réfléchir sur le marché national. Si on veut se battre contre les grands blocs qui existent aujourd'hui dans le monde, il faut réfléchir à la taille de l'Europe, parce qu'on parle beaucoup d'export et d'international, mais en fait, c'est l'Europe. Juste quelques petits chiffres, quand même, il faut rappeler. L'Europe, c'est quasiment 450 millions d'habitants. 500, oui. Alors, l'Union européenne. La Chine, c'est 1,4 milliard. Les États-Unis, c'est 350 millions. Donc, nous, en France, avec nos 67 millions d'habitants, on a un tout petit marché et on ne peut pas réfléchir, quand on se lance dans une entreprise en tant qu'entrepreneur, à la taille du marché français, puisque tout de suite, on voit les limites à la croissance. Donc oui, l'export, c'est une question de nécessité et pas une question de taille. Cheikh. Alors, pour revenir sur la taille, c'est que, en fait, pour moi, c'est plutôt une question de volonté de développer la croissance de son entreprise. Donc, il n'y a pas de taille. On peut trouver une petite entreprise comme on peut trouver une grande. Il faut vraiment s'inscrire dans le but de demain, quelle est l'orientation stratégique, on va dire, de l'entreprise, du groupe, et derrière, pouvoir développer un peu partout. Enfin, on parle des 4 continents, mais moi je vais parler du continent de l'Afrique, ou qui va être le continent, on va dire, qui va avoir une démographie importante, et donc les besoins dont nous on maîtrise la fabrication sont aujourd'hui leurs besoins.
y a vraiment un continent pour lequel aujourd'hui les croissances sont à gérer et qui sont plutôt des croissances assurées. Est-ce que, sans faire de French bashing, il se trouve que je suis conseiller du commerce extérieur de la France, donc je serais mal placé pour taper sur mon pays. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on a une espèce de complexe ou de syndrome du silo, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à être transversal, on est plutôt vertical, et en particulier sur le fait qu'on ne communique pas suffisamment. Alors Big est l'exemple contraire, parce que ça a été créé pour ça, c'est-à-dire pour que les entreprises se parlent entre elles, pour que la communauté tribu, pour que les communautés d'entrepreneurs, que ce soit French Fab, Coq Vert, Coq Jaune, Coq Rouge et ton compagnie Coq Blanc, se parlent et travaillent ensemble. Est-ce qu'on n'a pas un souci là-dessus qu'il y a moins en Allemagne, qu'il y a moins en Italie? J'aime bien parler d'Italie parce que c'est un tissu de très petites entreprises, ou même en Afrique, où les gens sont plus dans un système communautaire au sens propre du terme. Et c'est ça que je voudrais avoir comme avis de votre côté, où il y a ce côté où non seulement on partage, mais en plus, il y a l'élévation ensemble. C'est-à-dire qu'on grandit ensemble pour de vrai. En fait, moi, si je compare la France avec l'Allemagne, puisque j'ai la chance de diriger la filiale française d'un groupe allemand, la différence, c'est que souvent, on s'excuse d'être entrepreneur, on s'excuse d'être chef d'entreprise. On a un problème d'image, parce que ça a été mal perçu historiquement. Quand on voit les difficultés parfois que l'on a à avoir des dialogues avec certaines représentations nationales, certains politiques, il y a quand même cette image que l'entrepreneur fait de l'argent et que c'est pas terrible. Alors évidemment, il y a eu des changements ces dernières années. La tendance a été plutôt positive, mais je crois que ce qui nous bloque, c'est vraiment ça. Et cette méconnaissance de l'économie en France, où il n'y a pas de culture économique en France. En Allemagne, il y a cette culture de l'économie, il y a cette fierté du pays et de l'économie nationale. Et il y a tous les acteurs de l'écosystème du pays qui vont dans la même direction, c'est-à-dire développer l'économie allemande. En France, c'est « oh, excusez-nous d'exister », c'est la surinterprétation des normes. Enfin, j'en passe cette demi-heure, je pense que tous les entrepreneurs qui sont dans la bulle savent de quoi je parle. Et c'est en train de changer, mais c'est en train de changer parce que justement, les entrepreneurs commencent à travailler ensemble. Il y a de plus en plus d'espaces d'échange, tels que Big, mais pas que. Et ça, il faut absolument l'amplifier pour améliorer les choses. Je rebondis juste avant de passer la parole à Chèque. Quand tu dis qu'effectivement les entreprises travaillent entre elles, est-ce que finalement en France, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure sur le Bang, est-ce qu'il n'y a pas cette espèce de complexe et ce défaut de ne pas vouloir dire à l'extérieur et de claironner un peu de cette fierté d'être entrepreneur, de construire, d'entreprendre, qu'il n'y a pas en Allemagne? Mais complètement, complètement. C'est quand on dit on est chef d'entreprise, en face, quand la personne n'est pas chef d'entreprise ou ne travaille pas dans une société, il y a cette incompréhension, mais en fait, c'est quoi ton job? Je réponds dans les dîners en ville, souvent, j'ai du mal à expliquer ce que je fais. Mais c'est pas possible de l'expliquer, parce qu'il faudrait 3 jours. En fait, en France, on a un vrai problème, c'est qu'on ne partage pas assez d'informations pour pouvoir dire allons ensemble. Je prends un exemple, moi j'ai un concurrent qui me disait bah, tiens, comment vous voyez votre développement dans les années à venir? Je lui dis bah, je le vois un peu partout dans le monde. Je me dis où? Je lui dis bah, tiens, moi je cible un continent aujourd'hui qui se développe, qui est le continent africain. Et elle me dit ah oui, donc on peut venir ensemble. Je dis bah, de toute façon, imaginez que je présente une gamme de produits et dans ma gamme de produits, il me manque d'autres produits que toi tu sais faire. Pourquoi on n'y va pas ensemble? Et là, il dit ah oui, mais donc ça veut dire que je peux faire business en étant avec toi mon concurrent? Je dis mais on s'en fout. À l'étranger, il ne faut pas qu'on raisonne en tant que concurrent entre nous, c'est dire comment on peut faire ensemble. Et pour revenir sur la partie vraiment partagée aussi, moi quand j'ai décidé de dire bah tiens, on fait non pas de l'export, parce qu'il faut voir le schéma un peu plus sur le long terme, j'ai carrément ouvert une filiale au Sénégal, mais j'ai ouvert une filiale en disant en partenaire local, tu détiens 30%. Qu'est-ce que je veux? Je veux que le business marche, les produits bruts vont être faits en France, assemblés sur le territoire, on va dire, local, pour permettre de développer de la valeur ajoutée.
Et j'ai demandé à mon, on va dire, mon partenaire qui est actionnaire. Voilà. Et depuis, j'ai pas de problème. Moi, je gère que la production et lui, il gère toute la partie commercialisation. Mais ça veut dire qu'aussi avec même des, on va dire, le secteur privé local, il faut gérer ce climat de confiance-là pour pouvoir grandir ensemble. Si on n'est pas ensemble, on ne peut pas aller plus loin. Alors jusqu'à présent, on a parlé de généralité, on va dire, un peu de notre manière de voir les choses pour l'export. Si on rentre un peu dans le vif du sujet, est-ce que là encore, on n'est pas forcément obligé de s'installer dans un pays pour exporter? Si on a une solution à proposer, je pense que la base, en tout cas nous, c'est ce qu'on a fait chez Sticoya, c'est-à-dire que pourquoi on a exporté? Parce qu'on avait un produit qui a intéressé du monde, on a été contacté et ils ont fait des essais et ils ont validé le produit. Ils avaient besoin de colle, ils ont acheté de la colle faisait le job et ensuite ça a permis de rayonner en bouche à oreille. Est-ce que la première obligation d'une entreprise qui veut exporter, c'est déjà de savoir ce qu'elle propose? Ben ça, c'est la base. Il faut qu'elle sache ce qu'elle propose et qu'elle connaisse le marché cible. Ce sont les deux piliers avant de se lancer dans l'export. Donc moi, si j'ai un partage d'expérience à faire, c'est passer beaucoup de temps sur l'analyse du marché, les besoins et adapter le produit et l'offre en fonction du marché. Parce que le client a toujours raison, en fait. Et la partie internationale, juste avant que Chèque tu reprennes, la partie internationale, parce que tu as une particularité, c'est que tu travailles pour un groupe allemand, mais en même temps, tu diriges une filiale en France. Donc, tu es l'exemple des sociétés étrangères qui viennent s'implanter en France et qui restent en France. Et c'est pour ça que j'ai toujours du mal avec le mot export. D'ailleurs, on a débriefé, on a débattu à la BPI avec ça. Est-ce qu'on parle d'international finalement? L'export ne veut pas dire grand-chose. Les Allemands exportent en France, mais nous, on exporte. La société française exporte en Allemagne. En fait, tous les centres de production, tous les sites de production exportent dans le monde entier. Donc oui, je suis d'accord. Moi, encore, quand on m'a proposé de faire cette table ronde sur l'export, j'ai dit, mais en fait, l'export, c'est quoi? Moi, je ne suis pas experte, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est comment m'assurer que les sites de production travaillent le mieux possible, avec la meilleure qualité de produits possible, pour adresser les besoins des différents marchés. Et les marchés, c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est l'Italie, c'est l'Angleterre, c'est la Chine, c'est les États-Unis. Voilà. Et c'est juste ça. C'est pas... Et l'export, c'est pas une fin en soi. C'est juste un outil à notre disposition pour travailler, en fait. Chèque. Alors, juste pour revenir sur l'export, parce que quand on parle de l'export, on a l'impression qu'il y a des barrières. Ça veut dire que si on va en Espagne, on est en train de séparer la France et l'Espagne. Mais on s'en fout de ça, en fait. On est en train juste de faire du commerce. C'est comment faire du commerce. Il ne faut pas parler d'export. Il faut dire comment développer mon business. Et pour revenir sur ta première question, de toute façon, on n'a pas le choix. Il y a deux choses. Soit on va aller de façon très, très, très prudente, ou soit on dit, bah, tiens, on veut gérer notre croissance dans le futur. Et pour ça, il faut que des personnes ou des intervenants locaux puissent aussi accéder, on va dire, à notre savoir-faire. Donc c'est pour ça que on n'a pas besoin forcément, on va dire, de faire de l'export. Il faut connaître ses produits, mais quand on parle de l'export, c'est pas aussi parfois pour connaître son produit, c'est pour aussi développer sa gamme, demander qu'est-ce que la population locale, qu'est-ce que le client attend pour pouvoir s'adapter. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, hein. Il faut qu'on s'adapte. On s'adapte à quoi? Au commerce. Et le commerce, c'est à l'international. Et la question suivante, puisque nous sommes en France, nous sommes a priori avec un parterre d'industriels français ou au pire européens. Tu en as parlé tout à l'heure, l'Europe c'est 500 millions d'habitants, 450, 500, peu importe. On entend souvent aussi une espèce de jouissance à dire « Ah ben j'exporte en Inde, ou j'exporte en Chine, ou j'exporte à l'autre bout du monde ». Finalement, on n'a pas besoin pour une TPE ou une PME d'aller exporter à l'autre bout du monde, à moins qu'on ait un produit exceptionnel, unique au monde. À ce moment-là, les gens viendront nous l'acheter. Mais est-ce qu'on ne doit pas se recentrer aussi sur le marché européen en disant ben, il y a un besoin sur l'Europe? Alors c'est un très bon point et l'expérience qu'on a vécue dans le monde des dispositifs médicaux et dans le monde des médicaments durant la crise de la Covid a été assez frappant. C'est-à-dire que plus on s'éloigne de notre marché mère et plus on est en risque d'une situation géopolitique qui nous échappe. Donc en fait, tout le travail que l'on est en train de faire au niveau du groupe, c'est plutôt
de faire des circuits dits courts ou des circuits régionaux pour se renforcer justement en Europe. Mais ils ont également des usines et du coup des marchés en Asie, en Amérique du Nord, et d'éviter d'être trop dépendants de décisions qui nous échappent. Ce que je rappelle juste, je pense qu'on l'a oublié, mars 2020, avril 2020, la Covid frappe. Première décision qui était assez délirante des gouvernements français et allemands, c'était de fermer les frontières entre la France et l'Allemagne. Ça s'est résolu en 48 heures, mais c'était le premier choc. Le deuxième choc, ça a été le fait que les Chinois et les Américains ont fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont fermé leurs frontières, pas seulement aux personnes, mais aux biens. Donc là, on parle de business. Donc aux biens européens pour s'assurer d'avoir suffisamment de produits pour leur marché interne. Et là, on s'est retrouvé extrêmement dépendant de produits qui venaient d'Asie et d'Amérique et auxquels on n'avait plus accès. Donc, moi, mon expérience, c'est qu'il faut travailler, on fait tous partie d'un même tissu industriel européen et qu'il faut travailler sur une souveraineté industrielle et économique européenne pour être encore plus fort et pour ne pas être dépendant. Ça ne veut pas dire ne pas exporter en dehors de l'Europe, mais il faut être vraiment très fort localement et régionalement avant de pouvoir penser à aller au-delà, parce qu'on est vraiment en situation de faiblesse avec la situation géopolitique que l'on connaît. Merci Christophe. Alors, moi, je suis assez d'accord. En fait, il faut normalement, il faut développer une puissance industrielle européenne plus forte. Mais pour ça, j'ai un raisonnement, moi, c'est dire ce que je peux vendre à circuit court, je raisonne en coût de revient. Je ne vais pas aller vendre, on va dire, avec des coûts logistiques qui sont assez chers. Hein. Enfin, quand je raisonne en termes de marge et d'EBITDA, je veux dire, je ne vais pas aller très loin, quoi. Donc, c'est pour dire que parfois aussi, c'est vrai, on va à l'export, mais on va à l'export parce qu'on pense que notre produit, les autres en ont besoin. Et il faut faire aussi le tour un peu de l'Union européenne pour voir un peu quels sont les besoins qui existent. Donc ça existe vraiment. Quand on n'est pas fort de toute façon industriellement, de façon, au niveau européen, je prends l'exemple quand vous allez dans certains pays, notamment même, je prends l'exemple du Sénégal, vous avez ce qu'on appelle Eurocham. Eurocham, c'est quoi? Ce sont les industriels ou les entreprises européennes qui détiennent plus de 50% des filiales locales et qui ont besoin de toute façon de travailler avec nous. Donc, il faut vraiment qu'on ait aussi cette idée de dire ensemble comment on peut faire quelque chose entre nous pour être plus fort et de passer une autre étape d'aller à l'export. Très bien. Il nous reste 7 minutes 30. J'ai l'habitude de vouloir, quand j'anime ce genre de table ronde, de laisser la parole à la salle parce que c'est important. Sinon, c'est un one-shot. Et on a couvert quand même pas mal de sujets. On a couvert pas mal de spectres. On sait que la balance commerciale française, elle est déficitaire. On ne va pas le rabâcher 50 000 fois. On sait qu'elle tient vaguement grâce aux très, 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 très grosses entreprises. Moi, je voudrais que vous nous interpelliez tous les trois, et en particulier Christelle et Cheick, sur vos questions, sur vos questionnements, et c'est ce que vous attendez, ou sur ce que vous avez envie d'apporter comme témoignage. Je vois qu'une de mes amies vient de rentrer, donc c'est spécialiste de l'export. Cécile, conseillère du commerce extérieur aussi d'ailleurs. Donc je vais faire circuler le micro si vous voulez bien, je passerai le mien, et je vous invite à poser des questions. Bonjour, Loïc Chaumel, donc dans l'industrie. Nous rencontrons beaucoup de problèmes de recrutement. Donc la question que je me pose, est-ce que l'export peut être une bonne opportunité pour trouver des ressources en dehors de la France? Et est-ce qu'il est plus facile de trouver des ressources en dehors qu'aujourd'hui? La mieux placée pour répondre, je pense que c'est Christelle, mais Cheick ne doit pas être mal placé non plus. Donc, première réponse, le fait, alors c'est pas l'export, c'est le fait d'être un groupe international. Ça nous aide à trouver des profils que malheureusement, on ne trouve pas facilement en France. Un profil, je pense que toutes les personnes qui ont des sites de production en France le savent, le profil de technicien de maintenance, c'est une horreur pour en trouver, ou des profils très techniques. C'est vrai que notre réseau international nous aide beaucoup. Donc oui, d'aller voir à l'extérieur, c'est plus facile. Et dans des pays où il y a moins de problématiques de tissu industriel, parce que notre tissu industriel a quand même été détruit pendant quelques décennies, donc on a perdu en compétences, nous aide pour en trouver. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, en fait, ça dépend.
Parce que si vous dites, bah, tiens, je vais aller chercher de la compétence extérieure pour le ramener en France, vous allez aussi avoir, certes, on va dire toute la partie réglementaire qui s'applique en France, avec toutes les difficultés qu'on connaît en dérégularisation qui prennent un temps énorme, mais aussi, c'est une chance de pouvoir dire, j'amène de la compétence, mais qui peut changer, mais vraiment de mentalité globale. Moi, je l'ai vu, en fait, quand je travaille à l'export et que j'ai amené Ibrahima, cette façon de raisonner à table avec plusieurs cultures font que, ah oui, donc ça c'est possible, donc on va pouvoir le faire. Donc aussi, c'est une façon, bien évidemment, d'avoir de la compétence qu'on n'a pas en interne. Merci, Cheikh. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Vous voulez vous présenter et dire Oui. ce que vous faites? Jean-César Lamère. Moi, je travaille pour Business France et je suis basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bien sûr, on veut développer le secteur industriel en France. Enfin, la French Fab, c'est une belle, super initiative. Il y a beaucoup d'enjeux en Afrique de développer le secteur industriel. Et je voudrais avoir l'avis donc des intervenants sur comment développer ensemble l'industrie française et l'industrie africaine, notamment sur l'Afrique de l'Ouest. Je rappelle que Business France fait partie de la Team France Export, avec les CCI, entre autres, ou les conseillers du commerce extérieur, dont nous faisons partie. Alors, bon, c'est une question que moi j'aurais plaisir de répondre, hein, parce que, comme j'ai dit, je n'ai pas décidé forcément de dire je produis tout et que j'exporte. Pourquoi? Parce qu'aussi, à l'export, dans des pays, notamment de l'Afrique de l'Ouest, on a une taxation de droits de douane qui est entre 40 et 45%. Donc, si moi, je suis un industriel, qu'est-ce que je fais? Je dis, bah, comment je peux faire une partie, exporter, j'envoie des produits bruts, ces produits bruts échappent à la taxation des droits de douane parce que je crée de la valeur. Donc, moi, j'encourage, on va dire, à la création de la valeur sur place, dans la mesure où si demain, on veut aussi se positionner par rapport aux concurrents venant d'ailleurs, il faut que notre coût de revient local soit un coût de revient acceptable par la population et donc travailler avec les industriels locaux. Sur la partie française, alors déjà que les industriels continuent de travailler, surtout que les entrepreneurs se lancent. Et je dirais, il faudrait que, avec nos amis du Parlement et du gouvernement, on fasse un petit focus peut-être sur les petites structures, donc les TPE, les PME, les ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire, qui sont la richesse de notre pays. Je vois juste un petit exemple. En Allemagne, nous n'avons pas le même régime fiscal de transmission des entreprises familiales qu'en France. Et ça a été catastrophique pour le tissu industriel français. Évidemment. Donc, qu'on favorise la transmission des entreprises au sein d'une même famille d'un point de vue fiscal, déjà, ce serait un bon pas. Autre question, il nous reste 2 minutes 30, profitez-en. Bonjour, Emmanuel Mignot, je suis à la tête d'ACNS, on fabrique des machines spéciales. Je voudrais savoir, dans votre cas, comment vous y êtes pris pour faire connaître vos produits à l'étranger? Alors moi, j'ai fait très simple. J'ai débarqué et suis tombé sur quelqu'un qui connaît très bien le marché. Et quand je lui ai serré la main, on a déjeuné ensemble et je lui ai dit, bah, écoutez, je trouve quelqu'un qui connaît le marché, je ne m'occupe pas de ça, comment je vais rentrer? Et il m'a fait un schéma directeur. Avec la confiance, on est parti. Donc, parfois, on ne peut pas tout faire. Et il ne faut pas chercher à tout faire. C'est dire comment je trouve localement des personnes qui maîtrisent le marché, qui maîtrisent le risque de défaillance client et qui permet de dire, bah, écoutez, il faut qu'on aille comme ça et de les suivre dans le schéma qu'ils nous ont indiqué. Sur la partie médicale, c'est simple et compliqué à la fois. C'est qu'il faut se rapprocher des utilisateurs et faire connaître nos produits auprès des hôpitaux, des professionnels de santé, que ce soit en France ou à l'étranger, participer à des congrès, des séminaires et surtout démontrer par des preuves la qualité des produits. Donc, communiquer sur la qualité des produits. Donc, c'est ce qu'on fait au niveau global et au niveau français. Et le Made in France, on le voit, est reconnu, connu et reconnu, donc on n'a vraiment pas à avoir honte. Alors, c'est quasiment la question de conclusion. Nous, pour exporter, on a au départ accepté, moi en tant que dirigeant, de m'extraire de l'entreprise un minimum de temps dans mon emploi du temps. Je passe 30% de mon temps à faire autre chose. Aller ici, parler de Sticoya, expliquer qu'on fait de la colle.
voyager énormément via les fédérations professionnelles et autres. Donc je pense que notre premier objectif, si on veut vendre, faire connaître nos produits, c'est déjà de bouger. Si on reste derrière un bureau ou derrière un ordinateur ou derrière un réseau social, on ne peut pas le faire. Et nous, nos plus gros succès à l'export, c'est quand on s'est déplacé. Donc moi, j'invite franchement, et je l'ai dit en début de réunion, au début de conférence, si on ne s'intéresse pas à la culture du pays, et donc si on ne va pas s'immerger un minimum. Alors il ne s'agit pas de faire un voyage en Inde en disant tiens, je suis allé en Inde, je ne comprends pas, je suis revenu, je n'ai pas de clients. C'est pas possible ça. On y va pour observer, découvrir, s'imprégner, échanger, construire. Parce que finalement, notre métier d'industriel, c'est de construire, c'est de bâtir. Bâtir, transmettre, recevoir, donner. Je pense que c'est ça, pour moi, la clé de la réussite de tout ça. Un petit mot de conclusion à vous deux, pour que je n'ai pas le micro de la fin. Et en particulier, vous êtes nos deux intervenants principaux. Je ne suis qu'un animateur, et même si je suis industriel. Et donc, je vous remercie tous aussi pour avoir participé, mais je voudrais que vous ayez le mot de la fin. Le mot de la fin, simple et compliqué à la fois, je dirais fier de ce qu'on peut faire en France. On a des compétences absolument géniales, des gens géniaux et oser, oser, oser. Merci Christelle, parce que j'allais dire la même chose, c'est ayez de l'audace. Enfin, de toute façon, qu'est-ce que ça peut vous diminuer? On s'en fout. Votre objectif, c'est de faire marcher les choses. C'est pas de stagner. Si vous n'osez pas, écoutez, vous n'allez pas avancer. Et donc, vous n'allez pas connaître les contraintes. Et donc, vous n'allez pas résoudre des problèmes qui vont vous faire grandir. Donc, ayez de l'audace. L'audace a du génie. En clair, reprenez les différents logos, différentes choses et soyez fiers. Merci beaucoup. Merci aux intervenants. Voilà, nous vous invitons à enchaîner sur la prochaine conférence.